Lorsque tu as des rêves plus grands que toi, tu te dois de devenir encore plus grand pour pouvoir les accomplir. Aujourd'hui, dans votre podcast, on reçoit Lee Agibou. Agibou, c'est un entrepreneur qui est parti de Kamsar et aujourd'hui qui est à la tête de l'une des plus grosses entreprises dans le secteur minier en Guinée. Il a raflé pas mal de contrats dans le nouveau projet Simandou qui fait grand bruit dans tout le pays. Pour découvrir son histoire, on se dit à tout de suite dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnalités inspirantes. Ce contenu est produit par Starter Productions. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Agibou, comment est-ce que tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va tranquillement. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Ici, on va essayer de découvrir en gros comment tu es passé de jeune de Kamsar à devenir l'un des leaders dans le secteur minier. Et moi, ce que surtout je vais essayer de comprendre à travers cette émission, c'est comment tu arrives à construire ton réseau, comment tu arrives à faire en sorte que tous les partenaires internationaux, ils arrivent à avoir confiance en toi. Je crois que je t'en ai jamais parlé, mais carrément un jour, j'ai un cousin, il m'a dit, et lui aussi, il est dans le secteur minier, tu vois. Il essayait d'avoir des contrats un peu en Guinée, et les partenaires lui ont dit, pour qu'on signe ce contrat avec toi, il faut qu'Agibou soit dans le deal. Carrément. Ouais, ça m'a impressionné. Je me suis dit, faut que le gars là, il nous explique comment il fait ça. Waouh, tu commences pas doucement. Hein. On va essayer d'aller fort. Du coup, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, assez brièvement, pour le moment, on ne rentre pas dans les détails. Agibou, lui, Guinéen, père, époux. J'ai 3 filles. Je suis fils, donc j'ai 2 parents qui m'aiment beaucoup et qui m'ont beaucoup donné. Et entrepreneur, donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un métier, c'est un hobby, parce que j'aime ça. J'aime régler des problèmes. L'entreprise s'appelle IBS, S c'est pour solution. Et j'aime dire aux gens que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc c'est en 2-3 mots, c'est ça Agibou. C'est clair. Du coup, nous, on aime bien voir la finalité, c'est-à-dire tu es leader dans le secteur des mines, mais j'aime surtout comprendre comment tu en es arrivé là où tu en es. Du coup, la première question que je pose, c'est dans quel environnement familial tu as grandi ? Environnement familial magnifique. Hein. Nous, on a été vraiment bénis d'être nés dans une bulle en Guinée qui s'appelle Kamsar, qui est peut-être l'une des cités les mieux structurées, avec tous les services, avec vraiment toute l'infrastructure qu'une personne dont on peut avoir besoin. Donc j'aime dire aux gens qu'on a manqué de rien. On a vraiment tout eu en grandissant, une éducation solide, un encadrement, une communauté. Et donc Kamsar, pour la petite histoire, c'est une des cités de la CBG. Il y en a 2, il y a Sangaredi et Kamsar. Okay. Et j'aime souvent même faire le rapport. Kamsar, il y a beaucoup de gens qui sortent de Kamsar qui ont réussi. Et j'aime le dire souvent, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de réussir. C'est quoi les cités de la CBG ? CBG, Kamsar et Sangaredi. Donc la mine Sangaredi et Kamsar le port. Ok. Donc on est né vraiment au cœur de la mine, de la bauxite. Donc ça fait que je suis dans un secteur dans lequel je suis né et j'ai grandi. Donc pour moi c'est tout à fait naturel. Mes parents étaient tous les 2 employés de la CBG. Mon père ingénieur, ma mère comptable. Et donc je suis le deuxième de 4 enfants. J'ai une grande sœur, Hausa, avec laquelle je travaille, qui est ma partenaire. Dans la même entreprise ? Dans la même entreprise. Donc elle m'a rejoint il y a environ 8 ans. Et j'ai un petit frère et une petite sœur qui sont en France. Et voilà, donc on a vraiment bénéficié d'un cadre qui oblige vraiment un retour. Ok. Et donc c'est ça. Et comme ça, c'était comment dans ces années-là ?
Ça se passait comment? C'était quoi la vie d'un jeune de Kamsar? Ah, sympa. Hein. Donc, on allait souvent à l'école à vélo. Hein. Donc, c'était vraiment... le sport, c'est très important. Donc, ça a permis rapidement de créer des amitiés. Aujourd'hui, la plupart... on nous appelle souvent la secte de Kamsar parce qu'on est tous ensemble depuis tout petit. C'est un environnement qui a permis aussi de réduire vraiment beaucoup de plaies qu'on a dans notre pays, de questions ethniques et tout ça. Parce que tu étais logé de par, comme on dit, de par ton rôle dans l'entreprise. Et à côté, les voisins, on n'avait pas de mur entre nous et nos voisins. Donc on avait des grillages. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas cette séparation physique qui crée au fait le mythe, quoi, tu vois, de l'autre. Donc on savait que nos voisins, voilà, si on avait besoin de sel, s'il n'y avait pas de sucre, c'était rapide. Donc il y a beaucoup d'entraide. Il y a cette question de communauté vraiment qui a pu se créer, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de Fria, de Sangaredi, de Kamsar, tu vois ce maillage, disons, et il n'y a pas vraiment, il y a moins de sujets communautaires dans les amitiés de ces personnes-là. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose que Kamsar a offert. Le basket, donc depuis que j'ai 8 ans, on est initié au basket et on a vraiment évolué. Le sport, ça faisait partie vraiment de l'activité journalière. Donc c'était l'école le matin, le sport le soir, le vélo le week-end. Hein. Donc c'était sympa. Vraiment, je pense que si je devrais lister les 2 ou 3 choses vraiment qui ont permis en tout cas l'évolution que j'ai eue, être né là où je suis né et avoir grandi là où j'ai grandi, c'est vraiment une des choses sans laquelle ça pourrait pas se faire, quoi. Ok. Et t'étais quel type d'élève? Plutôt turbulent ou bien posé? Très mon cœur. J'étais toujours celui qui avait un petit surnom pour tout le monde dans la salle. J'étais assez... comme toujours, hein, j'ai toujours eu des liens avec tout le monde. Je suis l'un des rares qui était le lien même entre les générations. Donc j'avais toujours quelqu'un de la classe d'avant qui était avec moi et la classe d'après qui était avec moi. Donc je suis jamais resté dans mon box de non, tu dois être avec les gens de la 4e. Non, genre j'ai toujours en récréation, j'ai toujours créé des liens avec bref tout le monde qui m'avait l'air intéressant. Donc ce qui fait que dans le business ça a aidé, cette capacité à créer des relations et à surtout les maintenir et les entretenir. Donc pour moi, mon père m'a dit très tôt, quand j'étais très jeune, la richesse, c'est pas l'argent, c'est les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté en moi. Donc je suis un collectionneur de gens. J'aime toujours, partout où je vais, trouver les meilleures personnes et m'assurer que voilà, ce sont des gens avec lesquels je crée des liens, personnels d'abord, professionnels peut-être, de business après. Donc voilà, en grosso modo, c'est ça à Guibou. Et tu as fait toute ta scolarité à Kamsar ou bien parce que jusqu'au bac. Okay. Jusqu'au bac. Après le bac, je suis allé aux États-Unis. Ok. À Charlotte, en Caroline du Nord. Je fais 1 année d'anglais. C'était ton choix? Choix, bon, tout le monde voulait aller aux States. Hein? Donc même quand on te propose, pas de débat, quoi. Mais à l'époque, je pense que les gens, ils rêvaient plus d'aller en France qu'aux States. Pas nous. Nous, je pense que Kamsar, la CBG, c'est une boîte un peu plus américaine et canadienne. Donc, la plupart des gens voulaient plus. Le premier choix, c'était vraiment les States. Et j'y étais allé en 2000. Après le brevet, j'y étais allé. Donc, c'était assez intéressant pour moi. Donc, repartir. Puis, j'avais des cousins de la famille là-bas et tout. Donc, pour moi, c'était bien d'y retourner, quoi. Avant d'y aller, tu étais anglophone? Non. Comment ça s'est passé l'intégration? J'ai fait 6 mois d'anglais. Moi, je suis très... ça coûtait très cher les cours d'anglais. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, voilà, 6 mois, je dois passer le TOEFL. Le TOEFL, c'est ce que tu passes pour pouvoir suivre les cours. Ça ne veut pas dire que tu sais parler anglais, ça veut juste dire que tu es à un niveau où, ok, tu peux suivre les cours. Donc, j'ai dit, non, moi, 6 mois, je dois pouvoir passer le TOEFL. J'ai passé en 8 mois.
ce qui était assez impressionnant pour les différents, pour mes profs et tout, parce que j'ai commencé vraiment, bon, j'avais quelques petites notions, tu vois, mais on pouvait pas. Donc ça, c'était, donc je me suis toujours donné des petits challenges et des petits objectifs comme ça pour sauver de l'argent à mes parents, voilà, permettant que quand j'ai une bonne motivation, je peux tacler la plupart des challenges que j'ai en face. Ouais. Et c'est comme ça que tu t'es intégré en gros un peu aux États-Unis. Tu as duré là-bas? Aux États-Unis, j'ai fait quoi? 5 ans. J'ai fait 5 ans. Ok. Ouais. J'ai fait 4 ans de cours et 1 an de travail. Ok. Après, mais bon, moi j'avais toujours. D'abord, je suis jamais revenu en vacances. Donc j'étais en mode, ouais, je finis ça, quoi, tu vois. Et dès que j'ai fini, j'ai fait 1 an au PT. En fait, on te donne 1 an de formation. Donc j'ai pu bosser pour une boîte de télécom. Et l'idée, c'était de rentrer, quoi. Maintenant, bon, j'ai fait finance. Et donc l'année où nous, on a fini, où j'ai fait ma graduation en finance, il y a eu la crise de subprime. Donc, 2008. Bref, c'était pas la meilleure année pour quelqu'un qui a fini finance. Mais moi, bon, je vois toujours des choses comme ça, comme un signe, tu vois. Ah, ça veut dire que tu dois te barrer, tu vois. Okay. Donc là, j'ai dit non. Donc je trouve une boîte qui fait des choses en Afrique. Et donc j'ai trouvé une boîte de télécom qui fournissait des réseaux télécoms dans les mines. En Guinée? Partout en Afrique. Ça s'appelle ITC Global. Et donc, j'ai rejoint la boîte. J'ai fait 1 an là-bas et j'ai écouté, vous faites tout ça en Afrique. La majorité de votre chiffre d'affaires est en Afrique, mais vous n'avez aucun bureau en Afrique. Vous n'avez aucune présence. Ils disent, oui, mais tu sais, l'Afrique, c'est compliqué. On est dans les télécoms, donc on peut gérer ça à distance. Je dis, oui, mais si vous faites X sans être là-bas, si vous êtes là-bas, vous pouvez faire beaucoup mieux. Et ils disent, oui, mais c'est risqué. Je dis, non, moi, je suis africain. Je suis prêt à rentrer, à ouvrir le bureau pour vous. Et puis, s'il y a du résultat, on discute. C'est comme ça que je suis rentré. Et donc, j'ai mis en place la... En gros, tu es devenu leur représentant. Oui, j'étais directeur, j'étais directeur commercial régional, basé en Afrique. Et on s'est bien débrouillé. On a montré au grand patron de la boîte que le marché était là et qu'il y avait des opportunités. Donc 1 an plus tard, on a fait le point. Ils ont vu que ce que j'avais en tout cas promis était délivré. Et on a décidé de mettre une organisation. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'organisation. J'étais juste pas basé aux États-Unis. Je suis venu m'installer en Afrique. Donc je faisais mon boulot, mais de l'Afrique. Donc de la Guinée, parce que je venais d'ici, mais je faisais le tour, quoi. Donc je bossais. C'est ce qui m'a permis, dans le secteur minier en tout cas, de me faire... de t'implanter. Une très grosse visibilité des mines en Afrique. J'ai fait une 30aine de pays en Afrique, très jeune. J'ai rencontré vraiment... Directement en sortant de l'école? Ouais, non, après l'école, ouais. Donc j'ai fait pendant 5 ans une 30aine de pays. Tous les forats miniers de la région. Donc, ce qui fait que j'ai quand même une interface assez intense avec le secteur. Et petit à petit, voilà. Donc je me suis fait aussi une réputation. Ce qui me ramène à ta première question, qui dit pourquoi, pour moi, la réputation, j'ai vite compris que les mines, c'est un très petit monde. Et les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes nouvelles. Donc il faut faire très attention à ta réputation. Il ne faut jamais négocier sur ta réputation. Parce qu'on est déjà considéré comme risqué. Voilà. Donc l'Afrique, c'est déjà un risque. Donc tu parles d'Afrique à une boîte. Oui, il peut voir l'opportunité, mais il se dit toujours « Ah, mais voilà tout ce qui peut mal se passer ». Donc il est important que tu aies une réputation qui fait que, voilà, que les partenaires se sentent rassurés de travailler avec toi parce que tu vas t'assurer que tout va bien se passer. Et Donc, pour répondre à ta première question, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui disent qu'il faut travailler qu'avec Agibou. Mais c'est vrai que si c'est des gens qui ont travaillé avec moi dans le passé, souvent
leur choix est en tout cas sur les pays où ils pensent que je peux les supporter, ils essaient en tout cas de Parce qu'ils ont plus confiance. Oui, parce qu'ils ont confiance, et la confiance c'est quelque chose qu'il faut développer, protéger. Et pour nous, je dis toujours à mes équipes, je m'en fous si on perd de l'argent, mais il faut pas perdre en réputation. Hein. Okay. Faut finir le job, il faut prouver que on peut le faire, bien qu'on n'a pas l'habitude de faire confiance à des boîtes locales pour faire certaines choses. Souvent, on dit, il faut leur donner les camions à transporter, il faut leur donner les choses considérées basiques. Et nous, non. Nous, quand c'est pas compliqué, on veut pas. On cherche ce qui est compliqué pour montrer aux gens qu'on peut. Et on a la chance, en 15 ans, qu'on est passé de projets des plus simples aux plus complexes, et qu'on a à chaque moment pu prouver que l'alternative locale était au même standard que tout autre. Ok. Mais juste avant d'arriver à ce point-là, toi, en fait, le fait que tu es rentré en Guinée, c'était vraiment parce qu'il y a eu l'opportunité ou tu avais quand même l'envie? Parce qu'en réalité, il y a des milliers de Guinéens qui sont aux États-Unis, mais il y en a très peu qui reviennent quand tu regardes le vrai calcul en termes de statistiques. Non, moi, c'était un choix. Moi, j'ai jamais voulu rester là-bas. Mes parents étaient là, donc pour moi, je suis très famille. Donc même s'il n'y avait pas eu cette opportunité, tu serais quand même revenu? Non, en fait, j'ai créé l'opportunité. Les opportunités, elles ne sont pas... C'est quelque chose qui, comme je dis, j'ai cherché une société qui bossait en Afrique. Donc, c'était... Pour moi, même pour trouver la boîte pour laquelle j'allais bosser, un des critères, c'était qu'ils aient déjà une partie de leur activité en Afrique. Ce qui me rapprochait de mon but. Donc, et après, une fois que j'ai commencé chez eux, après 1 an, j'ai dû leur vendre l'idée d'aller en Afrique. Voilà. Donc, tant que tu as une idée claire de où tu veux aller et ce que tu veux faire, le reste, c'est le plan. Comment tu fais, comment tu t'assures de convaincre. Et l'autre mot, c'est convaincre. Moi, j'ai une seule compétence. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas le plus intelligent, mais je sais convaincre. Et convaincre, c'est se mettre d'abord à la place de l'autre et savoir ce qui est important pour l'autre et formuler, ce que tu veux dans le sens de ce qui arrange l'autre. Donc, tout est pour l'autre, pas pour toi, tu vois. Donc, et ça, appliqué à tout, c'est une capacité qui est très importante dans le business. Ouais. Ok. Et parmi tous les pays que tu as visités là, dans les mines en Afrique, tu trouves que le milieu, le secteur, ça se ressemble dans tous les pays? Oui, les mines, c'est la même chose. Hein. Les Américains disent « everything is either mined or farmed ». Donc, tout est où tout vient d'une mine ou d'une ferme. Donc tout vient de la terre, sol ou sous-sol. Donc c'est le même principe. C'est un monde qui est très consolidé. C'est les mêmes miniers un peu partout dans le monde, ce qui rend le monde plus petit. Donc la plupart de nos clients qui sont là, c'est des gens qu'on a rencontrés ailleurs. Et il y a des gens qui se sont spécialisés dans des activités spécifiques. Donc partout, c'est la même chose. C'est la même culture minière, de basse vie, de remote life. Donc tu vis en brousse. Donc c'est créer un environnement, créer un village minier. Les règles HSE de santé, sécurité. C'est à peu près le même monde. Maintenant, chacun a son propre style d'exécution, dépendamment des nationalités. Les boîtes sud-africaines, les boîtes australiennes, canadiennes, de plus en plus chinoises, hindoues. Ils apportent leur culture à la chose, mais à la base, c'est le même monde, les mines. Ok. Et par exemple, quand tu es venu en Guinée, toi, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées quand tu es rentré dans le secteur? Parce que, comme tu as dit, c'est un monde qui est très petit et très serré, donc les portes aussi, elles sont fermées pour rentrer un peu. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais jusqu'à dernièrement quand j'ai un cousin qui a démarré dans le secteur minier. Quand on vient de l'extérieur, surtout quand on est dans d'autres pays, par exemple quand on a grandi en France, quand on nous parle du secteur minier en Afrique, on se dit on n'a aucune chance de rentrer, c'est très fermé en fait. Bon. Je pense que toute industrie a son propre petit monde. Vu de dehors, oui, ça a l'air fermé, mais il suffit de s'intéresser
et d'aller là où il faut aller, quoi. Et à mon avis, les mines en Guinée, c'est pas fermé, c'est une grosse partie de notre industrie, de notre économie en général. Donc un pays comme la Guinée, tout le monde travaille pour les mines, que ce soit les banques, que ce soit les assurances, que ce soit tous les services. Quand tu vérifies, leur première clientèle, c'est les boîtes minières. Donc ce qui fait qu'au fait, c'est peut-être le secteur le plus ouvert parce qu'il fait partie vraiment de la fibre de l'économie du pays. Maintenant, au niveau relationnel, si ce que tu veux dire, c'est avoir accès à certaines personnes et autres, ça c'est comme toute chose. Personne ne va venir te chercher. Tu dois faire la recherche, savoir qu'est-ce qu'ils font, qui décide, depuis quand ils sont là, c'est quoi l'actionnariat, c'est quelle boîte internationale qui gère, d'où leur financement vient. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et sur la base de ce mapping, tu peux maintenant savoir, OK, sur ce mapping-là, où est-ce que toi, tu peux commencer de par ta propre capacité de contacter les différentes personnes. Donc, si je dis un truc tout bête, si par exemple, tu vois que la boîte, le projet est financé par Bissigi, tu dis, ah ouais, j'ai mon tonton qui est à Bissigi, je vais lui demander. Tu appelles le tonton, ah mais tonton, les gars, là, il paraît que c'est vous qui les financez. Ah oui, bon, c'est pas mon département, mais je te mets en contact avec le gars à Paris qui s'occupe de ça. Après, tu parles au gars à Paris, ah oui, ouais, bon, voilà le chef de projet. Ah ouais. Donc, petit à petit, au fait, c'est à toi de dérouler. Et ça, c'est du travail. C'est de la proactivité, c'est du travail. En fait, c'est ça le job. Donc, personne ne va venir te donner une carte de visite pour dire, voilà, il faut appeler tel. Non, ça n'existe pas. Il faut juste que toi, tu saches dans ton écosystème, dans ton réseau, quel est le point le plus proche. Et à partir de là, quel est l'autre point le plus proche. Ça, c'est le networking. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose dans lequel il faut s'éduquer, s'informer, lire, OK, pour savoir quelle est la meilleure manière, on dit, d'avoir accès à la personne qui décide. Et dépendamment de ce que tu offres aussi. Donc, une société minière, elle a plusieurs départements elle est organisée d'une certaine manière. Donc, si tu parles à quelqu'un qui a vraiment rien à voir avec ce que tu offres, c'est compliqué. Voilà. S'il est sympa, il peut te réorienter. Sinon, tu le fais perdre ton temps, donc il passe à autre chose. Donc, il faut accepter des fois d'être rejeté et puis de réorganiser ton approche. Maintenant, à la fin, tout le monde pense que c'est facile quand c'est fini. Ouais. Mais ils ne voient pas tout le travail derrière qui se fait pour pouvoir, comme on dit, arriver même à la bonne porte. Ouais. Et une fois que tu rentres dans la porte, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà. C'est déjà essayer de comprendre où en êtes-vous sur le projet, quelles sont vos difficultés, où est-ce que vous avez fait vos appels d'offres? Si oui, qui a gagné quel lot pour que j'aille parler à cette personne? Et puis être ouvert à toujours commencer le plus bas que possible. Donc nous aujourd'hui, la plupart des mines, on commence très petit et après on montre ce qu'on sait faire et petit à petit on évolue. Et puis petit à petit le client nous voit comme une source de solution à ces problèmes. Okay. Et là, c'est là que voilà, ça va crescendo et que tu grandis. Mais ce networking-là, comment tu le construis? Parce qu'en réalité, moi, je vois beaucoup de gens, pas qu'en Guinée, même quand j'étais en France, des entrepreneurs, ils vont souvent dans des événements avec leur carte de visite qui donnent à tout le monde sans réellement chercher à comprendre qui est qui. Moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que moi, je me dis, déjà, moi, je te connais pas. Tu viens, tu me donnes ta carte, je ne sais pas à quoi tu vas me servir. Donc moi, je me dis, si tu veux vraiment faire du networking, essaye de toujours mettre quelque chose en place qui va servir les gens, les populations, qui fait que quand tu vas aller dans un événement, les gens vont venir automatiquement vers toi parce que tu auras quelque chose qui les intéresse. Tu vois. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu as pu mettre en place ce networking, comment ça s'est construit, c'est quoi le réel levier que tu avais pour attirer les gens? Moi, je pense que le meilleur networker que moi j'ai connu, c'est mon père. Et il le fait sans même le savoir. Parce qu'il est toujours au service. Il est toujours en mode, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? Tu vois? Ce qui fait qu'au fait, en faisant ça, en fait, tu deviens un aimant. Donc, je suis pas aussi bon que lui, mais j'essaie d'appliquer ça, mais lui, j'aime souvent dire qu'il est trop gentil et il faut faire du business des fois. Donc, j'essaie de nuancer. Et pour moi, il faut juste à tout moment être plus dans... Le questionnement ne doit pas être
qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour vous. Ok? Donc c'est de comprendre déjà. Tout le monde aime quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'ils font. Il y a un petit côté égo de tout un chacun. Tout le monde veut que, voilà, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à ce que je fais. Donc moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui essaie toujours de comprendre. C'est pourquoi je suis sur 1000 métiers, tu vois, parce que je pose toujours, quand je suis avec un maçon, j'essaie de comprendre comment il fait ça, comment... Donc en le faisant, moi, j'apprends. L'autre, il se sent bien parce que il devient le maître, tu vois. Parce que quand... T'imagines que ton PDG te pose des questions, tu es en train d'enseigner à ton PDG, ça lui donne une certaine confiance en soi. Et que ce soit à ce niveau-là ou au plus haut niveau, c'est OK. Si c'est une boîte multinationale qui arrive quelque part, c'est de comprendre quel est le projet, quelles sont leurs difficultés, c'est de l'interview, comme tu fais. C'est de poser vraiment, comprendre où sont les problèmes pour que tu puisses proposer des solutions. Voilà. Et souvent, les gens, dès qu'ils sont en face de toi, ils veulent te dire tout ce qu'eux, ils font. Nous, on fait ça. On est la plus grande, on est la plus belle, on est la plus... Voilà. Là, les gens, ils t'écoutent. Ouais, c'est bien, après, ils passent à autre chose. Alors que, nous, en tout cas, le networking, ça marche mieux quand on a une discussion pour d'abord se connaître. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous, on fait? Deuxièmement, stay in touch. Les gens oublient que c'est pas quand vous vous rencontrez qu'il y a du business. Quand vous vous rencontrez, c'est pour se connaître, pour se référencer, pour que demain, s'il y a une autre opportunité, tu puisses, j'avais rencontré tel qui faisait ça, je pense que lui, il peut jouer un rôle dans ce problème-là et régler. En fait, c'est ça le networking. C'est pas de l'immédiat, comme beaucoup de gens... ils veulent rentrer dans un fora, sortir avec des contrats. Non. Tu vas dans une conférence et autres, il faut te mettre à l'aise, il faut enjoy, il faut apprendre, il faut écouter. Et puis, peut-être... Et surtout savoir ce que toi, tu as apporté. Voilà. Peut-être 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, quelqu'un va t'appeler. On s'est croisés, tu te rappelles, on était au cocktail avec de tel. Et, on doit venir en Guinée. Voilà, j'ai pensé à toi. Prenons un café quand on arrive, on a un projet, on discute. C'est là que ça commence, c'est à partir de là que ça commence. C'est clair. Voilà, donc c'est pas, voilà, moi je fais ça, est-ce que je peux vous amener une offre demain? Non, c'est pas, en fait, il faut rendre la chose naturelle, il faut que ça soit des liens humains, il faut que pendant 2 ans que vous puissiez, 1 ou 2 fois par an, ça va, tout se passe bien, la famille... Le boulot, non, j'ai changé de job. Maintenant, je suis plus là-bas, je suis là. Voilà ce qu'on fait maintenant, tu vois. Donc, c'est du catch-up, tu vois, des trucs comme ça qui permettent au fait de créer des liens qui se renforcent petit à petit. Et à un moment donné, ça devient des liens amicaux. Une fois que ça devient des liens amicaux, le reste, tout à fait organique et naturel, quoi. C'est clair. Voilà. Et du coup, comment t'es passé à devenir représentant de l'entreprise ITC en Guinée, à te lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as décidé? Déjà, c'était direct. Tu es passé de l'un à l'autre. Oui, bon. ITC, pour moi, c'était bien parce que c'était une organisation. Donc, je devais apprendre aussi à travailler. Okay. Tu vois? Donc, c'est bien de bosser pour une boîte. C'est pas bien d'être directement entrepreneur. Maintenant, l'entrepreneuriat, il a commencé quand, au fur et à mesure, nos clients avaient des besoins. Juste une seconde avant qu'on passe à l'autre là. T'es sûr, tu penses que c'est pas bien de passer... Parce que moi, ce que j'ai vu par exemple, c'est que les gens qui sont salariés, en général, c'est très dur de quitter ton emploi, tout abandonner et de passer à l'entrepreneuriat. Encore pire quand t'as déjà une famille et t'as tout construit, parce que c'est un sacrifice que tu fais. Alors que quand tu commences directement en tant qu'entrepreneur, t'es directement dans le bain. Oui, en fait, tout peut se faire et tu peux être successful des 2 côtés. Mais moi, à mon avis, j'ai mon petit frère, on a eu le même débat. Lui, même chose. Il a fini directement, il est devenu consultant. Ouais. Au début, je le taquinais. Mais aujourd'hui, je suis fier parce qu'il se débrouille très bien. Tu vois? Mais c'est pas normal. C'est pas la norme. Hein? Donc, vous êtes en train, votre génération, vous êtes en train de changer un système qui était là. La logique voudrait que tu puisses
demain passer d'entrepreneur à directeur général. C'est deux choses différentes. Directeur général, ça veut dire que tu dois maintenant gérer des ressources, gérer le temps de 15, 20, 30, 40, 500 personnes, gérer de l'équipement, gérer des fonds. Et si tu n'as pas eu au moins 2, 3, 4, 5 ans d'expérience dans un environnement où tu voyais les systèmes en place, en fait, tu vas réinventer la roue. C'est pourquoi je dis que c'est bien d'être entrepreneur, ok, mais pour aller en échelle, et une fois que ça devient un business, tu as besoin de systèmes, de process, tu as besoin d'avoir une capacité de détecter du talent, de retenir du talent. Et tout ça, quand tu as eu un mentor, un chef, un directeur sous lequel tu as travaillé pendant 4-5 ans, ça t'outille pour, à ton tour, pouvoir dire, OK, voilà comment il faisait, je commence par là. Et après, tu peux toujours faire ton propre modèle. Mais ça aide d'avoir fait le stage, tu vois, d'avoir appris quelque part, d'avoir vu une boîte, comment une boîte marche de l'intérieur, la politique interne de la boîte, comment les gens interagissent, la communication. Donc pour moi, c'est toujours bien d'avoir cette petite expérience en entreprise. Mais bon, on dit, c'est une façon de chacun, il y a 1000 manières de réussir, quoi. Donc moi, de mon côté, c'était une bonne expérience. Mais bon, j'étais aussi abandonné à moi-même. Hein. Ils n'avaient rien en Afrique, donc au fait, j'étais seul. Donc techniquement, j'étais déjà... j'étais assez indépendant. Donc ça m'a permis d'être très rapidement... T'entreprenais au compte de quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois, c'était un hybride. J'étais très chanceux d'être dans cette situation-là, parce que c'était très hybride. J'étais vraiment entrepreneur, mais pas pour moi-même, quoi. Et donc c'est ça. Ok. Et du coup, après, comment tu as continué je t'ai coupé, en fait, dans l'entreprise. Non, on a en parlant avec nos clients, on a compris que il y avait des besoins autres, en fait. Il y avait d'autres problèmes à régler, tu vois, que la société ITC ne pouvait pas, et que ça les intéressait pas, parce que c'était pas leur corps de métier. Et donc, nous, on a... avec mon associé camerounais, qui était aussi le directeur technique de ITC, on a créé une boîte qui s'appelle IBS, en fait, qui couvrait tous les autres besoins que les clients nous demandaient. Un exemple simple, ITC, on installait des paraboles satellitaires. Donc on installait des réseaux pour s'assurer que les miniers, quel que soit là où ils sont, qu'ils puissent être connectés à leur siège. Derrière la parabole, tu as du génie civil, donc tu dois, pour installer la parabole, tu as du génie civil à faire. Tu as du câblage réseau à faire. Tu as, comme on dit, de l'électricité. Il faut, comme on dit, s'assurer que la parabole est alimentée en énergie, en backup UPS. Donc tout ça, c'est des besoins annexes qu'on a commencé petit à petit à couvrir. En fait, si je comprends bien, tu as mis un pied dans le secteur minier. Ensuite, tu as essayé de détecter toutes les difficultés que les miniers avaient et essayer de répondre à tous leurs problèmes. Oui. En fait, le but pour nous, c'est ça. C'est qu'on est en Afrique. Ça fait 60 ans que les mines sont exploitées en Afrique et c'est toujours fait par des boîtes qui viennent de très très loin, d'Afrique du Sud, d'Australie. Donc nous, le principe était simple. Je dis. Donc, comment est-ce qu'on change cette donne-là? C'est en créant des capacités locales. Donc petit à petit. Donc ça va prendre du temps, mais on va petit à petit choisir les métiers où il n'y a pas eu d'intérêt historique des boîtes locales et on va se développer dedans. Et pour le faire, on va le faire en forgeant des partenariats forts avec les meilleurs dans ce secteur dans le monde. Donc c'est pourquoi on travaille avec Siemens depuis plus de 12 ans. On travaille avec vraiment beaucoup de boîtes internationales qu'on a attirées et ce qu'on leur dit à elles, c'est de dire, écoutez, on sait que pour vous, l'Afrique, c'est risqué, mais nous, on va créer une interface entre vous et ce marché pour dérisquer ce marché pour vous, afin que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires sur ce marché.
Parce que ce qui se passait avant, c'est que tout le monde vendait du matériel, mais il n'y avait aucune organisation de maintenance. Donc quand il y avait un besoin, tu as dû entendre souvent, il y a l'expert qui arrive. L'expert, c'est un technicien BTS, voilà, il a même pas 25 ans. Okay, c'est lui l'expert qu'on envoie. Okay? Alors que on peut former des jeunes localement, des jeunes ingénieurs et autres pour pouvoir faire face à ces choses-là. Donc tout ce qu'on fait à IBS, petit ou grand, c'est sur ce principe-là. C'est de régler un problème technique et permanent. Donc on a des mines. La Guinée, c'est 126 millions de tonnes de bauxite par an. C'est des équipements miniers, c'est des chemins de fer, c'est des usines de concassage, de séchage, c'est des ports, c'est du chargement, c'est des barges, c'est des stations de transbordement, c'est des navires, c'est du télécom, c'est de l'automatisme, c'est beaucoup de métiers à lesquels les Guinéens n'interviennent pas. Donc, de plus en plus, les 10 dernières années, on voit plus de Guinéens s'intéresser à ça parce qu'on essaie, nous, de démystifier ces métiers-là pour que tout le monde puisse se dire « Ah ouais, mais c'est ça, ok, nous aussi on va faire, nous aussi ». Historiquement, les boîtes locales dans les mines, c'est vendre, c'est de la quincaillerie, c'est vendre des PPE, des équipements de protection, c'est faire de la mise à disposition de personnel. C'est en bas de l'échelle, quoi. C'est des activités moins risquées que les mines laissaient aux locaux parce qu'ils se disaient, ok, on leur donne ça, ils vont pas affecter notre opération. Alors que nous, on va sur des sujets au cœur de l'opération. Donc les plus techniques, les plus risqués. Et c'est là qu'on veut changer la donne et démontrer que nous aussi on peut. Voilà. Donc j'aime souvent dire aux gens que personne ne se lève le matin pour acheter le pain dans l'autre quartier. Okay. Il faut qu'il y ait un boulanger à côté de toi. Donc pour le secteur minier, on veut être ce boulanger-là. En fait, je pense avoir compris, parce que moi, quand je vois un entrepreneur qui a réussi, j'ai un tic, je ne fais pas exprès, mais j'essaie toujours de savoir comment il a fait. En fait, je vois ça un peu comme des super-héros. Et je me dis, super-héros, tu vois, il a toujours un pouvoir. Et c'est quoi le pouvoir que lui, il a réussi à avoir? Tu vois, par exemple, quand j'écoute ce que tu me dis, moi, comment je comprends, en fait, c'est que le problème que les partenaires internationaux ils ont quand ils viennent en Afrique, c'est qu'ils ne connaissent pas bien le milieu, la sociologie des gens. Donc, ils ont toujours peur de venir ici. Et toi, en fait, tu essaies d'être cette interface qui va les aider à s'implanter, en fait. Et toi, tu te vends, en gros, comme la personne qui connaît mieux, qui peut les aider à s'implanter. Oui, en fait, dans le secteur minier, il y a deux choses qui sont gérées. C'est le risque et le coût. Et que ce soit un opérateur, un minier ou un fournisseur, c'est les deux éléments qu'il veut toujours contrôler. Donc nous, notre job, c'est de démontrer que en travaillant avec une entreprise locale, vous ne prenez pas plus de risques et potentiellement, vous allez être au même coût ou moins. Parce qu'on n'a pas certaines charges. Quand on forme un technicien automaticien guinéen, même si on essaie de le payer au même prix, au même salaire que l'international, il n'y a pas de billet d'avion, il n'y a pas de logement. Donc, c'est quelqu'un qui vit chez lui, qui a son environnement, qui mange local et tout. Donc, on essaie de démontrer aux gens qu'au fait, non, avec un petit investissement de votre part, pour transférer la compétence, sur le long terme, vous réduisez vos risques et vous réduisez vos coûts. On l'a démontré sur un projet très intéressant pour moi, sur l'OMVG. L'OMVG, c'est... Il y a eu un projet d'interconnexion énergétique entre la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Donc c'est pour s'assurer que le courant qui est produit partout sur ces 4 pays puisse être vendu partout sur ces 4 pays. Donc Siemens, qui est un des leaders dans le monde dans tout ce qui est question de technologie, énergie et tout, avec qui on travaille depuis 13 ans, a gagné cet appel d'offres. Donc qui est un appel d'offres sous-régional. Donc nous, on leur a
on leur a dit, écoutez, mais on peut s'assurer que le travail d'installation, de mise en service et tout, soit fait par des ingénieurs guinéens. Ah, comment? Je dis non. On va les former, on va faire un appel à candidature. On a demandé en cabinet local, Intelact, de recruter. Il y a eu plus de 500 jeunes ingénieurs qui ont demandé. Il y en a 4 ou 5 qui ont été retenus et 4 qui ont été formés. Et sur les 3-4 dernières années, c'est des gens qui sont devenus l'équipe de commissioning de Siemens dans la région. Donc c'est des jeunes Guinéens aujourd'hui qui vont au Gabon, qui vont au Cameroun, qui vont partout où Siemens a des problèmes et veut amener quelqu'un rapidement pour régler via IBS. Donc ça, c'est un exemple typique avec un travail fait entre une multinationale et une société locale, de pouvoir monter une manière de travailler qui, eux, leur réduit du coût, leur réduit du risque. Et ils ont eu beaucoup de chance parce que le projet était en plein Covid. Et en Covid, ils ne pouvaient pas faire venir des gens d'ailleurs. Donc ça a fait que le projet n'a pas été impacté. En tout cas, l'impact a été réduit parce que les équipes étaient locales et elles pouvaient se mouvoir sans problème entre les différents pays. Donc ça, c'est un exemple typique du type de partenariat qu'on essaie de nouer pour créer de la valeur. En fait, à la fin, il faut que quand tu mets 1 + 1 ne doit pas être égal à 2. Ça doit être égal à beaucoup plus. Voilà, donc c'est un peu l'approche qu'on a sur ce qu'on fait. Et toi, tu travailles avec ta sœur, du coup, au sein de ton entreprise. Tu penses que le business familial, c'est une bonne chose? Parce que moi, l'expérience que j'ai, avec tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'en général, les gens qui travaillent avec leur famille, c'est un peu compliqué parce que l'entrepreneuriat, c'est très dur. Et quand tu as les émotions aussi qui se mêlent à ça, des fois, ça peut être chaotique. Ouais. C'est une bonne question. Bon, on a eu un débat à Kigali il n'y a pas longtemps où quelqu'un voulait nous dire vous êtes une société familiale. Moi, je dis non, on n'est pas une société familiale. C'est pas parce que je travaille avec ma sœur que la société devient familiale. On a un partenaire camerounais dans la société. Et demain, si quelqu'un crée assez de valeur pour qu'on se dise lui, il faut qu'on l'accroche pour le long terme, il va rentrer dans le capital. J'ai une approche au business qui est un peu plus capitalistique et axée sur la création de valeur. Et pour moi, conditionner cela à un lien de parenté, c'est un blocage. Mais par exemple, si tu vois ta sœur, vous allez parler de business ou vous allez parler de famille? De tout. Quand il y a un sujet famille, on parle de sujet famille. S'il y a un sujet business, on parle de sujet business. Pour moi, il n'y a pas... Moi, je suis pas... j'arrête... En fait, je suis un peu bizarre de cette manière où je n'ai pas forcément... Je compartimentalise pas ce que je fais. Par exemple, quand je voyage, je ne me dis pas « Ah, ça, c'est un voyage business ». Je prends toujours 1 ou 2 jours pour découvrir l'endroit où je suis. Tu vois? Donc, il faut toujours pouvoir faire la part des choses et profiter de... Mais si demain vous vous disputez, par exemple, quel impact ça va avoir sur l'entreprise? C'est ma boss, on ne peut pas se disputer. Tu vois, ça crée un équilibre aussi. Et c'est important pour la gouvernance d'une boîte. C'est un avantage, un atout d'avoir quelqu'un qui peut te dire les choses clairement, tu vois. Parce que des fois, tu penses que tu sais tout. Et j'essaie de trouver des gens complémentaires. Par exemple, nous, on est dans une boîte où chacun a son rôle. Et chacun a son veto dans son rôle. C'est-à-dire qu'à la fin, on va essayer de... Si on n'est pas d'accord, on va essayer de t'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. On va te donner tous les arguments. Mais à la fin, c'est ta décision. Tu vois? Okay. Donc, il y a cette confiance qu'on se donne. On est 3 associés. Et c'est pas parce que un a plus de part que l'autre que ça diminue du poids de la décision de l'autre. Donc on gère plus en termes de... En fait, chacun a sa part de travail et personne n'empiète. On discute de tout. Ça veut dire c'est pas... Donc si tu as un problème de ton côté, que ce soit technique, opérationnel, on va en discuter. On discute de tous les problèmes. OK? Et chacun propose des solutions et chacun supporte l'autre. Mais à la fin, la responsabilité de la décision,
c'est sur celui qui est responsable de cette partie du business-là. Ok. Voilà. Et du coup, l'entreprise, après, elle est devenue tellement grosse, enfin, votre entreprise est devenue tellement grosse que vous avez pu intégrer avoir pas mal de contrats dans le projet Simandou, c'est ça? En gros, c'est quoi déjà le projet Simandou pour ceux qui ne connaissent pas? Pour le moment, on ne parle pas de programme, mais on va rester juste dans le projet pour ceux qui... Oui, bon, pour moi, le Simandou, nous, depuis 2011, on travaille sur le Simandou. Premier marché qu'on a eu sur le projet Simandou, c'était en 2011, fourniture d'un équipement environnemental. Le Simandou, c'est une grosse opportunité pour la Guinée. C'est notre joker, en fait. C'est le joker du pays, en fait. Donc, le joker, tu le joues bien, tu gagnes le jeu. Tu le joues mal, tu as gaspillé un joker. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est un levier. Avec le Simandou, ça nous permet d'abord de répondre à un besoin du monde, on dit d'un fer à une teneur très élevée qui nécessite moins d'énergie pour le transformer. Donc aujourd'hui, avec les sujets environnementaux, c'est une solution pour réduire en tout cas l'énergie qui est injectée dans la métallurgie. Et dès que le monde a besoin de quelque chose, cette chose ira au monde. Le marché fonctionne comme ça. Simandou, c'est une opportunité, à mon avis, d'industrialiser le pays. On est déjà l'un des plus grands producteurs de bauxite. En moins de 5 ans, on sera peut-être sûrement le plus grand exportateur de fer d'Afrique. La bauxite, c'est l'aluminium. Le fer, c'est l'acier. Ça veut dire qu'on a les bases d'être l'une des plus grandes puissances métallurgiques au monde. Il faut d'abord se donner ce type d'ambition. Et à partir du moment où l'ambition est donnée, il faut avoir un plan pour atteindre l'ambition. Je pense que c'est ce que l'État essaie de faire en ce moment. Et ça doit être quelque chose d'inclusif. Il faut que tous les fils du pays sachent que c'est notre joker qu'on est en train de jouer. Et pour qu'il soit bien joué, il faut qu'on puisse tous contribuer à comment ça va se faire. Voilà. Donc à mon avis, le Simandou, c'est ça, à un grand niveau. Mais là, c'est beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont pu créer les 10, 15, 20 dernières années des capacités à intervenir sur des projets. Aujourd'hui, oui, on parle des sociétés locales qui travaillent sur le Simandou, mais nous ne sommes même pas... nous sommes vraiment un grain de sable dans le désert par rapport au travail qui doit se faire. Donc, c'est dommage que dans le passé, le pays n'a pas préparé plus d'entreprises pour faire face à cette manne. Je pense que dans la phase opérationnelle, il y aura encore beaucoup d'opportunités. Donc, c'est une opportunité pour tous de monter en gamme, de monter en capacité, d'investir en soi pour savoir comment est-ce que je participe dans ça. Est-ce que c'est en me formant pour être un bon employé? Est-ce que c'est en commençant un business, un service dont ils auront besoin? Et souvent, les gens parlent des mines. Mais les mines, c'est 20% de l'activité. Le reste, c'est de la logistique, c'est nourrir des gens, c'est fournir de l'électricité, c'est fournir de l'eau propre, c'est traiter des déchets, c'est libérer les déchets, c'est s'occuper du reboisement. Il y a énormément de métiers dans les mines. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Okay. Et il faut que les gens s'intéressent, s'éduquent et se lancent. Il y a vraiment la place pour tout le monde. Il y aura, j'espère, plus d'entreprises qui vont s'intéresser aux choses compliquées. Parce que pour le moment, vous êtes très peu. Oui, bon, il y en a. Il y a des belles boîtes en Guinée. Il y a des belles boîtes en Guinée. Il y a des gars qui se focus dans l'incendie, des gens qui s'intéressent au rail,
des belles boîtes qui bossent dans les rails en Guinée, et depuis 5-6 ans, qui peuvent vraiment faire face à des besoins dans l'exploitation minière, dans le béton. Il y a de belles boîtes. Il faut les trouver, il faut les renforcer et il faut leur permettre de prendre une plus grande place. Je pense que c'est ce à quoi on doit en tant que pays se concentrer. Celui qui est à moitié chemin, il faut l'encourager, il faut l'équiper pour qu'il puisse traverser. Okay. C'est mieux de pousser celui qui est à moitié chemin que de mettre quelqu'un sur le chemin. À mon avis, ceux qui traversent pourront à leur tour mettre plus de personnes sur le chemin. À mon avis, c'est l'approche qui nous permettra d'accélérer le développement de notre pays. Ok. Et je sais que c'est un sujet un peu sensible, mais tu penses que le nouveau gouvernement, la manière dont ils sont en train de rediriger le projet Simandou, tu penses que ça, de ton avis, ça pourrait être bénéfique? Enfin, c'est bénéfique pour la Guinée? Écoute, là, on parle plus du programme, du coup, Simandou 2040. Je pense que le gouvernement essaie le mieux qu'il puisse de jouer ce joker et d'en faire bénéficier au plus de Guinéens que possible. Simandou, c'est l'un des rares projets qu'on a qui traverse tout le pays. Donc, il traverse plus de 650 km. Donc, c'est une opportunité unique pour que ça puisse drainer une certaine... un développement, en fait, des zones, au fait, parce qu'il y a des gens qui vont voir ce train passer tous les jours. S'ils ne voient pas ce train passer et que ça leur bénéficie dans leurs hôpitaux, dans leurs écoles, dans la nourriture, en accélérant l'activité agricole. Donc je pense que c'est cette opportunité-là que l'État est en train d'essayer de saisir, parce que c'est leur rôle et c'est leur ambition. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est dû à César. Le fait ce projet, depuis que je suis en Guinée, ça a toujours été 2 projets. Ça a été, comme on dit, les blocs sud et les blocs nord. Pour la première fois, ils ont mis les forces des 2 développeurs ensemble pour accélérer le projet et réduire les coûts. Fallait du courage pour mettre des Occidentaux et des Chinois dans le contexte actuel du monde autour d'une même table et dans un esprit de collaboration. Donc à mon avis, il faut quand même reconnaître cela. Et ils ont aussi augmenté la part de l'État dans le projet, qui était de 0 et qui est monté à 15%. Que certains peuvent dire encore petit, mais c'est mieux que 0. Donc à mon avis, ils essaient. Mais comme dans toute chose, tu peux avoir la meilleure vision, la meilleure volonté. Tout dépendra de l'exécution, de quel joueur tu mets sur le terrain pour exécuter le plan. Et là aussi, on voit de plus en plus autour de cette table de négociation des Guinéens, jeunes, formés, qui viennent de partout, qui ne sont pas complexés. Et souvent, les gens ne savent pas. Pour la première fois, une négociation de ce type a eu des avocats guinéens et du côté de l'État et du côté des investisseurs. Donc ça veut dire qu'il y a eu réellement un travail guinéen qui s'est fait. Maintenant, aucune œuvre n'est parfaite. D'habitude, ça se gère en Suisse. Voilà, en France, aux États-Unis, en Australie. Cette fois-ci, c'était ici. Donc je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire sur la base de la position dans laquelle eux ils étaient. Voilà. Donc à mon avis, ça il faut le respecter. Maintenant, il faut continuer à améliorer les choses. Il faut continuer à, comme on dit, s'assurer que ce qui a été entendu soit respecté. Il faut s'assurer que ce projet soit un projet d'abord guinéen. Et s'assurer que les investisseurs qui sont venus se sentent bien dans notre pays, parce qu'ils y mettent leur argent. Okay. Il faut protéger cet investissement,
Mais il faut qu'ils sachent aussi qu'ils sont dans un pays où ils doivent contribuer au développement des jeunes Guinéens, des femmes et tout ça. Donc pour moi, c'est encore très loin d'être joué, c'est pas fini. C'est un travail qui doit... C'est une marmite qui est sur le feu. Elle n'est pas encore... la sauce n'est pas prête encore, mais tous les ingrédients sont dans la marmite. Ok. Ouais. Du coup, pour clôturer la boucle de ce podcast, on va revenir sur un sujet que tu as abordé au tout début. Tu as dit que tu étais père de 3 enfants. Et moi, la question que je me demande, c'est comment on fait pour gérer sa vie de famille lorsqu'on gère une aussi grosse boîte. En plus, toi, tu es tout le temps en voyage. Un jour, tu es en Côte d'Ivoire, un jour, tu es à Beila, un jour, tu es en Zéry-Corée. Je me demande comment tu fais pour gérer ça. Ah, il faut avoir un partenaire. Hein. J'ai une femme, comme on dit, extraordinaire, qui est... on dit la vraie mère de famille qui s'occupe du foyer et qui me permet moi d'aller faire ce que j'ai à faire loin. Maintenant j'essaie quand je suis là d'être très présent. Donc mon principe c'est l'intensité de la présence, c'est pas la quantité de la présence. Donc même si je suis pas là tout le temps, je veux que quand je suis là, je veux que on sente que papa est là, tu vois. Donc comme ça c'est... Parce qu'à la fin, la présence, c'est quoi? C'est les mémoires. De quoi on se rappelle. Voilà, je fais ça avec mon père, je fais ça avec ma mère. Donc, c'est pouvoir créer le plus d'opportunités de mémoire, de création de mémoire pour la famille que possible. De bonnes mémoires et de beaux souvenirs. Oui, mais c'est un sacrifice. Voilà, c'est un sacrifice. En se rappelant que... on essaie aussi de créer des emplois dignes pour le plus de Guinéens que possible. C'est une des raisons pourquoi on essaie de s'impliquer dans des activités très techniques, parce que c'est là que les gens sont mieux payés. Donc c'est une vocation, c'est une mission, et c'est un sacrifice. Mais je suis très chanceux d'avoir une femme qui me supporte dans ça, et des enfants très malins, très, très intelligents. Et ça aide maintenant d'avoir WhatsApp et tout ça. Donc même quand tu n'es pas là, tu peux encore rester en contact. Bravo à elle. Et du coup, avec tout le parcours que tu as pu construire, s'il y a des choses que tu devrais faire différemment, est-ce que tu penses que tu as les erreurs que tu ne referais pas, par exemple? Rien. Y a pas... Moi, je suis quelqu'un qui... En fait, je prends pas beaucoup de choses de sérieux, moi. Pour moi, tu fais ce que tu as à faire. Et le résultat, le timing, ça c'est... Voilà. S'il y a une mission, on fait tout ce qu'on peut faire. Si on gagne, on a gagné. Si on n'a pas gagné, on passe à autre chose. Je ne suis pas dans le regret. Pour moi, quel que soit tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit bien ou pas bien, c'est nécessaire pour ce qui va arriver. Donc, des fois, il faut avoir des mauvaises situations pour créer l'environnement d'une bonne situation. Donc il faut accepter tout de manière stoïque. Et moi c'est comme ça que mes équipes se moquent souvent de moi. J'ai une de mes collaboratrices qui m'a amené une vidéo d'un gars qui est en train de déjeuner pendant qu'il y a un orage autour et il ignore l'orage complètement. Donc, apparemment il se partage ça dans l'équipe pour dire ça c'est le patron ça. Tu vois? Ils se disent qu'il n'y a rien qui me perturbe, mais non, les choses, en fait, tu te donnes 5 minutes de perturbation, après tu passes à autre chose. Je préfère 5 minutes de perturbation que de passer une semaine à se lamenter sur « Ah, j'aurais dû faire ça différemment, j'aurais pu faire ça ». Si ça ne peut pas changer la situation actuelle, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est la philosophie que j'emploie. Donc le regret, c'est pas quelque chose que je pratique. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes comme toi qui sont en Guinée aujourd'hui, qui peuvent être de Kamsar, de Zéry-Corée, de Labé, qui rêvent aussi d'accomplir des choses dans leur vie. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à tous ces jeunes? Chercher la souffrance. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, on cherche la facilité, on cherche la route la plus facile. Alors que tous ceux qui vont t'expliquer comment ça s'est passé, ils ne vont jamais commencer par « Non, j'étais assis quelque part, je prenais un café, après il y a ça qui est venu. » Non. Pour moi, la souffrance forge le caractère. Le caractère te permet d'endurer. Et le plus tu peux endurer, le plus une bonne chose peut se passer. Et on est dans un monde
énorme d'opportunités. On a des jeunes Chinois qui arrivent tous les jours en Guinée, des jeunes hindous, des jeunes Français, des jeunes de tout le monde qui arrivent pour réussir en Guinée. Donc, c'est à eux de se réveiller et de se dire, waouh, le paradis c'est ici, c'est pas ailleurs. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les services. Trouvez une activité, adonnez-vous à 100%, apprenez. Aujourd'hui, entre YouTube, la plus grande université du monde, et ChatGPT, qui est aujourd'hui presque un oracle dans la palme de tout le monde, il y a beaucoup moins d'excuses pour dire je ne savais pas, je ne sais pas comment. Donc il y a des outils aujourd'hui qui existent qu'aucune génération dans le passé n'a eu. Donc profitez de cette manne, de cette opportunité et formez-vous, développez-vous dans des choses qui vous intéressent. Et puis voilà, créer de la valeur et recommencer. Ouais. Ok. Bravo. Tu aurais un mot pour la fin? Merci de m'avoir reçu et continue à faire ce que tu fais. J'aime toujours voir des jeunes Guinéens qui font quelque chose de nouveau et qui mettent le détail et qui s'assurent que ce qu'ils font ici est de la même qualité que ce qui est fait ailleurs. Pour moi, ça va vraiment dans l'idée de ce que moi je fais avec mon entreprise. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Donc continue comme ça et bonne chance. Merci, ça me touche. Du coup, merci d'être venu. Plaisir. Je sais déjà que ton parcours il va servir à inspirer beaucoup de gens. Donc encore une fois, merci. Et on se dit à bientôt. Merci à toi. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.